Moi, c'est John. Avec mes 3 potes, on adore rouler, voyager, rencontrer des gens passionnés. Et aujourd'hui, on va rider à Bordeaux. David, après des années à Paris, a décidé de retourner vivre à Bordeaux et il adore sa région. Du coup, on ne pouvait pas rêver meilleur guide pour ce road trip. Il nous emmène faire connaissance avec les artisans et les commerçants d'ici, les créatifs et les locaux qui font cette ville. On a commencé notre voyage en quittant la ville et parce que c'est Bordeaux, forcément, on prend la direction des vignobles et des châteaux. C'est un énorme cliché bien sûr, mais les paysages sont vraiment magnifiques. Et justement, certains ont choisi de prendre le contre-pied. Notre première rencontre se passe dans un lieu unique au monde. Moon Harbour est une distillerie tirant son nom du fameux croissant de lune que forme la Garonne en traversant la ville. Nous sommes accueillis par Philippe qui va nous faire découvrir sa distillerie de whisky. C'est plutôt unique dans une ville historiquement tournée vers le vin. Moon Harbour, projet né dans l'imagination de Yves Médina et moi-même il y a maintenant 6 ans à Bordeaux. Nous on s'est dit si à 50 ans on n'est pas foutu de faire notre propre whisky, c'est qu'on a raté notre vie. Moi je suis bordelais et on s'est dit l'idée c'est un peu beaucoup de faire un projet structuré au maximum avec des éléments bordelais. On voulait distiller dans Bordeaux, c'était un défi. On a trouvé un alambic bordelais qui est construit par un artisan à la main, qui construit ça tout seul avec sa femme et son fils dans un garage à Bègles. On a eu des aides de la région qui nous a aidé à installer cette distillerie ici sur ce site historique. C'est très particulier, c'est unique. On a eu la chance de trouver ce terrain qui appartient au Grand Port Maritime de Bordeaux. Donc l'orge vient de la région. Le seul élément qui n'est pas local et c'est volontaire, on parlait un peu d'Écosse tout à l'heure, c'est notre consultant exclusif qui s'appelle John McDougall, qui est au whisky écossais, au whisky tout court plutôt, ce que la Harley est à la moto, je crois que vous faites de la moto. Non, c'est pas ça. Ah merde. Philippe nous explique toutes les étapes de fabrication. Il y a une chose importante à ce stade, bien que cet appareillage fasse beaucoup de bruit, c'est ce qu'on appelle un osmoseur. À savoir que le premier élément pour fabriquer du whisky, c'est de l'eau. On ne va pas arriver à faire rêver le consommateur avec l'eau de la Garonne. Et John nous a dit, c'est pas grave, et c'est un Écossais qui vous dit ça, le plus important dans le whisky, 30% l'alambic, 30% les matières premières, 90% la barrique. On a les meilleures barriques du monde, et il nous a dit par transitivité, si on utilise ces barriques pour finir notre whisky,
on pourra peut-être avoir un des meilleurs whiskies du monde. La définition du whisky au niveau européen, c'est une boisson distillée qui fait 70 degrés au sortir de l'alambic, qui soit issue de céréales au pluriel et qui fasse au moins 3 ans et 1 jour de vieillissement en barrique de bois et 40 degrés à l'embouteillage. La Nouvelle-Aquitaine, c'est le grenier à maïs de la France et donc on s'est mis en tête de distiller le premier whisky au monde à partir de maïs 100% maltais, ce qui n'avait jamais été fait. Donc faire du whisky, c'est essentiellement 2 process. Un process de brasserie, on fait de la bière, comme une bière en fait, et ensuite on fait la distillation. C'est-à-dire que les barriques qu'on utilise ne sont pas du tout sèches, elles sont encore suintantes du vin qu'il y avait à l'intérieur. On a pris 2 alambics au départ parce qu'on s'est dit on va produire pendant 3 ans, on produit à peu près l'équivalent de 100 000 bouteilles par an. Dans cette partie-là, c'est là que tout se passe en fait. Le cœur du réacteur, il est là. C'est des milliers d'alvéoles en cuivre, un peu un système, si tu veux, comme de ruche. Hein. La séparation entre l'alcool et l'eau se fait de façon très simple puisque l'alcool s'évapore à 80 degrés et l'eau à 100 degrés. Une petite illustration de ce que c'est comme produit. Parce que le produit, quand il sort de l'alambic, même à 70-75 degrés, il est très floral, il a un bouquet et surtout il ne brûle pas. Donc ça, vous allez pouvoir le vérifier vous-même. C'est pas des petits verres. Je prends une boîte à laver surtout. Ça cautérise. Ça passe crème. Le lieu est tout simplement hallucinant. Il a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment par des prisonniers espagnols. Et il a été régulièrement bombardé, mais le plafond et ses 9 mètres de béton sont restés intacts. Ils servent aujourd'hui une cause plus noble, faire vieillir des whiskies. C'est démesuré et c'est carrément exceptionnel. C'est un peu le coup de chance sur le projet. Hein. C'est un peu la cerise plus grosse que le gâteau, ou quasiment. Il y a beaucoup aujourd'hui d'étrangers qui viennent visiter Mounarbourg. Alors déjà, le nom est international. Donc ça attire beaucoup de monde par rapport à l'histoire anglaise de Bordeaux. Hein. Sur les armoiries de la ville de Bordeaux, tu as marqué Port de la Lune. Et les Allemands s'étaient mis en tête de construire un édifice unique. L'intérieur devait être rempli de plusieurs millions de litres de carburant. Et ça n'a jamais été rempli de carburant, ce qui nous a permis évidemment d'en changer la destination et de mettre, au lieu de mettre 4 millions de litres de carburant, on va y mettre 500 000 litres de whisky, ce qui est vachement plus noble, vous en conviendrez. Maltage, brassage, fermentation, distillation, vieillissement. Le processus se termine par la mise en bouteille et forcément on a envie de déguster. C'est notre best-seller, oui c'est doux. Il fait 45,8 mais il est doux. Notre seconde rencontre se déroule, elle, en plein cœur de Bordeaux, avec Grégory Mallet, nageur français. Il est quand même médaillé olympique et champion du monde. Enchanté les gars. Ouais, enchanté. Bienvenue à Bordeaux. Pendant 25 ans en fait, j'ai fait de la natation. Et donc j'ai été pendant 10 ans en équipe de France de natation et j'ai participé à 3 Jeux Olympiques. Et j'ai eu la chance d'être médaillé 2 fois en argent aux Jeux Olympiques aussi. Quand même cool, hein. Beau pédigré. C'est pas mal comme CV. J'étais champion du monde les gars. Bon ok. Je suis l'ambassadeur de Lacanau pour les Jeux de 2024. D'accord. Pour le surf, qui a sa candidature justement et on espère pouvoir l'accueillir. Ouais. J'étais un sprinter, je faisais du 100 et du 200. Ok. Et voilà, après c'était... la catégorie reine quoi. Ouais, c'était pas forcément facile. Non, moi ce qui m'intéresse à savoir c'est genre quel moment il bascule en disant je vais être nageur professionnel, je vais faire les jeux, etc. C'est genre un choix que tu as fait depuis que tu es tout gosse ou c'est la vie plutôt qui t'a amené un peu comme ça? En fait tu choisis pas, tu rêves de choses comme ça quand tu fais du sport, quand t'es gamin. T'as commencé à nager à quel âge? 7-8 ans j'ai appris à nager. Ah oui ok, tellement tôt non? Non, pas tôt non. On m'a plutôt orienté vers des sports comme le tennis ou des sports terrestres. Et j'étais très mauvais. Donc, faut savoir que moi j'ai grandi en Guyane française et après en Martinique. Donc du coup en fait on était pas mal entourés d'eau et ils étaient sur le côté sécuritaire, c'était surtout voilà, tu dois apprendre à nager, machin. Ils m'ont inscrit dans un club, pas forcément pour faire beaucoup de compétitions, mais pour passer le temps, voilà, une activité extrascolaire, un truc classique. Et au fur et à mesure ça commençait à bien marcher, je commençais à bien aimer, on commence à être bien classé, on commence à s'intéresser à ce qui se fait au-dessus, qu'est-ce que c'est la compétition, qu'est-ce que c'est le haut niveau. Puis c'est là que tu commences à rêver de choses qui sont peut-être accessibles sans vraiment savoir ce qu'il y a besoin de faire pour y arriver. Quand j'avais 15-16 ans, là je commençais à m'entraîner 9 à 10 fois par semaine. Ah ouais. Ah ouais. Il y avait plus que le nombre de jours par semaine, tu vois. 10 quoi. Moi il arrive un moment, pour te dire, il arrive un moment où ton sport, c'est plus le plaisir du sport qui t'amène à t'entraîner, c'est le plaisir de la compète. Et du coup, t'envisages pas un peu de sport moto Alors, je roule un peu en circuit, je l'ai fait 3-4 fois. Le Mans, c'est bien parce que je trouve que c'est un... Alors, j'ai pas beaucoup de comparaisons,
J'ai roulé au Castellet et j'ai roulé au Mans. Sur le grand Castellet? Ouais. Ah putain, c'est cool. Ah ouais, moi j'irais bien là-dessus, j'aimerais bien tester. Ouais, il y a une très grande ligne droite. Ah putain, ouais, franchement, la ligne droite, tu dis ouais, tu vas être bien et tout, ça va être cool, tu vas pouvoir lâcher. Mais en fait, moi, j'ai pas réussi vraiment à tout gazer parce que bah, tu te chies dessus en fait. Bah grave, c'est le mental, mais c'est mental. Là, j'ai récupéré le ZRX il y a 1 an. Mais j'ai toujours aimé cette moto et j'adore cette bécane parce qu'elle est tout ce qu'il y a de plus brutasse dans un roadster. Ouais, carbu. Le truc, c'est que ça marche super bien d'origine. Si je dois faire une prépa, c'est sur la partie cycle. Si je pouvais mettre une fourche inversée, ce serait bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Après, faut voir ce que j'ai envie d'en faire. Puis là, elle est à 97%, elle est stock. Alors ça, c'est très perso ce que je vais vous dire. Mais moi, une bécane, quand elle sort d'usine, elle a été conçue pour être comme ça. Regarde sur le bon coin, tu tapes café restaurant sur le bon coin. T'as des mecs qui partent en couille. Il y a à boire et à manger, il y a des trucs improbables. Après, en même temps, ça a plu à quelqu'un, donc tu vois, c'est les goûts et les couleurs, ça a plu à quelqu'un, il l'a fait, il n'a peut-être pas les moyens non plus de mettre un max d'oseille dedans. C'est comme les mecs qui ont fait du tuning pendant des années sur les bagnoles et qui ont pété 20 000 € dans du tuning. Alors que si t'avais mis 20 000 € de plus dans ta bagnole, t'aurais pas bagnole quoi. Là où ils ont été bons, Kawa, c'est qu'ils ont laissé la mode du néo-rétro s'installer. Ils ont pris leur meilleur modèle, leur modèle un peu emblématique, et boum, ils ont sorti une moto performante dessus. Mais c'est vrai qu'il a raison, ils sont arrivés japonais. Hein. On va chercher à continuer dans le néo-rétro parce qu'on aime ça, mais on va aller taper dans d'autres modèles. Attention, les cafés racers de maintenant, si tu les prépares, ça marche. Le gars est vraiment cool, passionné, passionnant, que ce soit quand il parle de son parcours ou de son amour pour les motos. On enfile nos casques et l'on part rider en ville ensemble. Notre troisième rencontre, c'est chez l'Alchimiste. Arthur nous accueille dans son café où sont préparés les meilleurs cafés de la ville. Ici, ce n'est que de l'artisanal. La précision des gestes est impressionnante et leur passion, à la limite de la folie, fait vraiment plaisir à voir. Ils nous montrent comment préparer vraiment du café filtre et en effet, on n'y connaissait rien du tout. J'ai créé l'Alchimiste il y a 5 ans et demi, 6 ans. Et au début, on n'était pas ici. Alors déjà, j'étais seul et j'ai monté ma torréfaction sur la rive droite à Darwin. Donc c'est-à-dire, en fait, on transforme le café, on l'achète dans les pays producteurs, il est vert, et on le torréfie là-bas. Et il y a 3 ans et demi, Johan m'a rejoint, il a même 4 ans, et on a décidé d'ouvrir cet espace. Donc là, on est dans Bordeaux-Centre. Cette petite boutique ici, on fait goûter différents cafés avec différentes méthodes. Donc là, ce que vous avez vu en arrivant, là, c'est du filtre. C'est un truc qui est un peu... Enfin, le filtre, c'est un peu mauvaise presse. Souvent, on dit, ouais, c'est de l'huile de chaussette, c'est dégueulasse, etc. Et en fin de compte, quand c'est bien fait, quand c'est bien réalisé, c'est très bon, le filtre. On propose aussi, bien évidemment, des expressos. Et donc, on peut venir s'installer ici, boire un café. On peut aussi boire un thé. On est hyper ouvert. On boit du chocolat aussi. Comment on sélectionne nos cafés? On sélectionne nos cafés d'abord sur des critères de qualité. Donc les producteurs envoient des échantillons, on essaie de bosser en circuit court et de mettre en place des relations sur la durée, des relations à long terme. 80% des cafés qu'on achète et qu'on fait venir, on passe par une boîte familiale qui est à Mérignac, à côté de Bordeaux. Et leur métier, c'est l'importation de ce type de café. On appelle ça les cafés de spécialité. C'est des cafés qui sont des cafés de qualité et qui ont 100% de traçabilité. Donc tu sais exactement où il a poussé, qu'est-ce que c'est comme variété, qui est le producteur, etc., etc. Et puis après, pour certains cafés, on achète en direct avec des producteurs. On fait souvent des parallèles avec le vin. Dans le TGV, si on te demande tu veux de l'arabica ou du robusta, tu prends l'arabica. C'est 2 espèces de café. Si je commence par le robusta, il pousse en basse altitude, il coûte pas cher, il est très chargé en caféine. En termes de profil aromatique, c'est très peu intéressant.
Et à côté de ça, tu as l'arabica qui pousse lui à partir de 900 mètres. Aromatiquement, c'est beaucoup plus complexe. Nous, on ne torréfie que de l'arabica. On ne torréfie pas de robusta. Cool. Hop, parfait. 20 grammes, exactement. Par café. Par filtre, ouais. Les 3 paramètres que tu vas regarder, c'est combien tu mets de café moulu, pour combien d'eau tu vas rajouter sur ce café et en combien de temps ça va couler en fait. Et ça, c'est directement lié, si tu veux, à la taille de la mouture, à la grosseur. Si tu veux, plus la mouture est fine, plus ça va prendre du temps pour l'eau de passer à travers le café. Plus la mouture est grosse, plus ça va couler rapidement en fait. Du coup, toi aussi, tu règles. Voilà, exactement. En fait, en réglant le moulin, moi, je peux régler la vitesse à laquelle le café va couler, donc le goût en fait. La caféine, c'est un truc qui est mal connu. Que les gens se disent qu'en buvant un espresso, ils vont être hyper caféinés et réveillés, alors que c'est un peu le contraire. C'est un filtre, c'est beaucoup plus délicat en bouche, c'est plus doux, mais c'est beaucoup plus caféiné. Plus le temps de contact entre l'eau et le café est long, plus il y aura de caféine dans la boisson finale. Donc ça va mettre 3 minutes. Un espresso, ça met 30 secondes. Donc forcément, il y a beaucoup plus de caféine dans le filtre, vu que ça est resté en contact plus longtemps. Mais malgré que ça soit beaucoup plus doux à boire et un espresso beaucoup plus puissant et plus riche, quoi. La caféine, ça n'a pas vraiment de goût. C'est ce qui participe énormément à l'amertume dans un café, c'est la caféine. Nous, on fait des torréfactions relativement claires, c'est-à-dire que la cuisson qu'on fait est relativement claire pour vraiment percevoir ce que le café a à nous donner. Si tu veux, si tu prends un bout de bœuf de Kobe et un bœuf marque Pouce au champ, tu les fais cramer noirs, ils auront tous les deux un goût de charbon. Ça, c'est nous qui le torréfions, ouais. Ça, c'est un éthiopien, voilà, et ça, c'est un café industriel. Ouais, après, l'espresso, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que ça, on pourra y passer une demi-journée à expliquer. Tu as 3 paramètres. Combien tu mets de café dans ton porte-filtre, combien de liquide en sort, combien pèse ton espresso, en poids aussi, et combien de temps ça prend. Et encore une fois, plus ta mouture est fine, plus ça va prendre de temps, plus ta mouture est grosse. Là, en l'occurrence, ce café, c'est un café du Salvador qu'on sert. C'est 19 grammes de café dans le porte-filtre, au dixième de gramme près. C'est pour ça qu'on a une balance hyper précise là. Je vous montre. Je fais un espresso. 19,1, on est bien. J'utilise un premier outil qui me sert à distribuer le café dans le porte-filtre pour être sûr qu'il y ait la même densité de café partout. Ensuite, on vient le tasser. Et ensuite, la deuxième paramètre, c'est combien je veux de café en tasse. Là, en l'occurrence, il me faut 60 grammes. Donc, ça, c'est des balances intégrées dans la machine. Et j'ai un bouton qui est pré-réglé pour 60 grammes. Tu vois, là, ça me dit 60 grammes. Ça va automatiquement tarer le poids des tasses. Et ça va peser le poids du liquide. Donc là en bas, c'est le poids du liquide. Et mon troisième paramètre, c'est le temps d'extraction. C'est combien de temps il faut pour que l'espresso coule. Donc idéalement, il faudrait que l'espresso coule en 33 secondes. On se laisse quelques secondes de marge d'erreur. Mais donc en fait, moi, je peux vérifier en fait si mon café est bon. Le café italien, ristretto, là, etc. Vous en pensez quoi? Il y a une énorme culture café et c'est ce qui les dessert vachement en Italie. C'est-à-dire qu'en Italie, il y a beaucoup de très belles machines, les gens savent faire du café, mais ça embête les gens quand je dis qu'on boit du très mauvais café en Italie parce que le produit qu'ils utilisent n'est pas très qualitatif. C'est-à-dire qu'ils utilisent encore beaucoup de robusta, des torréfactions très noires comme ça. Par contre, ils savent très bien le préparer. Nous aussi, on a une énorme culture café, même si on ne s'y connaît pas beaucoup. Les gens ont l'habitude d'aller au bistrot, aller prendre le petit noir au comptoir, voilà. Alors que des pays comme par exemple ceux qui sont en avance sur tout le monde, c'est l'Australie, parce qu'eux ils sont passés de rien, c'est-à-dire zéro culture café, à directement des super produits et des super manières de préparer, quoi. La cafetière la plus simple au monde. Tu mets ton café, ton eau, café moulu, tu mets ton eau. Ici il y a un petit filtre en papier qui se met. Hop, tu refermes le porte-filtre, tu le mets sur ta tasse, tu appuies et après tu as ton café, tout simplement. C'est hyper simple. Voilà. Ça se balade, c'est hyper bien pour tout ce qui est voyage, camping aussi, parce que ça se replie facilement. Tu vois, tu as des moulins comme ça, comme celui-ci, qui sont faits exprès pour cette cafetière. C'est nos grand-mères qui avaient raison, quoi, de moudre juste tu vois, au Peugeot le café au dernier moment. Parce qu'imagine que tu achètes, pour faire un exemple, imagine tu achètes une dizaine de pommes là, de dingue chez ton maraîcher là, qui poussent en permaculture dans le Lot-et-Garonne. Tu arrives chez toi et tu les prédécoupes toutes en micro-morceaux pour les manger toute la semaine. En 10 minutes, elles sont complètement oxydées, elles sont pourries. C'est pareil pour le café. Plus le mou en avance, il s'oxyde plus vite, il vieillit plus vite, il a moins de choses à donner. Le plus d'informations que vous avez sur votre café, le mieux. C'est-à-dire vous savez où il pousse, vous savez qui est le fermier, vous savez quand il a été torréfié, parce que la date de torréfaction, c'est hyper important. Savoir qu'il a été fraîchement torréfié. Pas besoin d'avoir une cafetière ou une machine à 15 000 balles. Une petite piston à 20 balles ou une petite aéropress à, tu vois, c'est 35 €. Et déjà, tu as une cafetière top, il faut juste bien le préparer, c'est-à-dire mettre la bonne quantité de café, la bonne quantité d'eau. Idéalement, pas de l'eau du robinet parce qu'elle n'est pas top, surtout ici à Bordeaux. Et voilà quoi. On continue notre voyage en prenant la route vers l'ouest. On est un peu au hasard entre Lacanau et Carcamplage pour filer entre les dunes et les pins, mais on en profite pour surtout découvrir la mythique route des 33 virages.
On est chez Darwin, un énorme écosystème écologique et alternatif. Musée à ciel ouvert, skatepark, ce lieu de vie est dédié à la culture urbaine. C'est l'occasion pour nous de découvrir la brasserie de la Lune. Notre pote Tristan, qui est également le directeur artistique de Darwin, nous y accueille avec Antoine. Le gars est une sorte d'encyclopédie de la bière en fait. Il n'y a pas à dire, faire de la bière peut s'avérer très technique, surtout quand il s'agit de bière 100% bio, issue de céréales cultivées et maltées dans le sud-ouest. On va se faire un petit brassage de IPA dans notre brasserie, la brasserie La Lune, qui est 100% bio, 100% local, avec notre chef brasseur Antoine, qui va nous présenter du coup sa dernière bière, dernière création, une IPA, du coup une Indian Pale Ale. C'est à base d'orge du sud-ouest, qui est maltais en sud-ouest. Ça c'est assez unique dans la brasserie en France, que tous les orges qui sont maltais partent souvent dans le nord de la France, en Alsace. C'est là où il y a les grosses malteries industrielles. Et nous on a essayé de faire un circuit un peu plus court et on a réinvesti dans une malterie dans le sud-ouest pour raccourcir le circuit de l'orge qui est maltais et réduire l'impact carbone de notre bière. La légende dit que pour tenir le voyage du coup de la bière qui était brassée en Angleterre et qui partait en Inde, il fallait la charger un peu plus en houblon, lui donner plus d'amertume et plus de... Après je vais pas être calé sur le sucre ou sur les levures, pour qu'elle tienne le voyage et qu'elle garde ses saveurs et qu'elle se dégrade pas pendant le voyage en bateau. Mais Antoine sera beaucoup plus calé pour en parler quoi. La guerre zéro. Bonsoir. Salut Pierre. Ça va? Ça va et toi? Tranquille, la forme. Yes. John et David viennent de nous faire une petite pépite de recette de bière, c'est la IPA, qui s'appelle la Ipanapi. Du coup, pour faire une bière, il faut 4 matières premières principales. En fait, il faut de l'eau, du malt d'orge, du houblon et des levures. En fait, le but, ça va être d'extraire le sucre des céréales pour ensuite produire de l'alcool. Salut Antoine. Ça va Antoine? Salut Antoine. Yes. Salut Pierre. Allez, voilà Antoine. On essaie de comprendre ce qu'on boit parce que depuis des années on boit de la bière, on ne sait pas du tout comment c'est fait. Donc 1, 100% bio, 2, 100% malt local, donc circuit brut court. des céréales, et 3, énergie renouvelable à 100% pour le process de production. Le bio, c'est un engagement écologique. Et le bio, d'ailleurs, c'est même pas un engagement par rapport uniquement à notre santé, c'est surtout un engagement par rapport au climat et notre planète. Nous, on brasse avec l'eau de la Garonne. Ah mais c'est donc ça! C'est ça la couleur marronasse là! La brasserie, en fait, elle vient d'Allemagne. Ils nous ont fait une brasserie un peu avec un look qui correspond à voilà, des alambics, un peu des vieilles brasseries, et nous, ça nous plaisait beaucoup. C'est pour vous expliquer, c'est le malteur qui torréfie, et nous on récupère, en fait là j'en ai 3 parce que c'était pour montrer 3 couleurs différentes, mais on a une dizaine de types de malt différents. C'est pas du tout le même goût. Ah non, et ça c'est assez amer, ça c'est ultra torréfié. Comme une Guinness et une Croix. Plus on met de malt dans la salle de brassage, plus on aura une bière forte à la fin. Et en fonction des types de malt qu'on met, on aura une bière plus ou moins colorée. Donc du coup, première étape, c'est cette cuisson du mou qui va durer pendant 1h30 à peu près, avec différents paliers de température. On démarre à 50 degrés, on va finir à 78. Et c'est en train de cuire en fait là. Tu vois, si tu montes en haut et ça fait gaffe, ça brasse. À la fin de la cuisson, on va envoyer tout le mélange de mèche. Donc le mèche, c'est l'eau plus les céréales dans la cuve d'à côté. On va le refroidir dans l'échangeur à plaques qui est ici. Donc c'est une sorte de radiateur qui est ici. En fait, vous voyez, il y a plein de plaques alignées les unes aux autres. Ça va permettre de refroidir le mou à 20 degrés à peu près température de fermentation et de chauffer l'eau à 80 degrés dans la bâche de chaude. Par terre. Tes mains, tu peux les mettre ici. Ouais, mais pas au-dessus. Ok. Là, c'est l'alchimiste. Ah, de ouf. Pression, pression. Il a poussé. Dans le trou, ça donne quoi? Faut viser le trou, hein. Oh le mauvais! On pèsera le sucre à la fin de la fermentation et par différence, on saura quel est le taux d'alcool. On a retrouvé Tristan pour échanger sur l'espace Darwin et surtout profiter du festival qu'il organise. Il s'appelle le Climax Festival.
Une véritable éco-mobilisation pour sensibiliser sur la destruction des forêts d'Amazonie. Il y a des stands, des activités, des conférences, des expositions et même des chefs indigènes. Le résultat est vraiment dingue. Bienvenue les gars à Darwin, c'est un honneur de vous avoir ici pour cette 5e édition de Climax à Darwin. Darwin, qu'est-ce que c'est du coup? C'est un écosystème implanté dans une ancienne caserne qu'on a réhabilité avec Eric et avec Philippe Barre qui est le fondateur. Tout le parc qu'on a aux extérieurs, on était ce matin, là c'était que des hangars industriels. Ici c'était lourd, il n'y avait personne, c'était abandonné. Et il y a une dizaine d'années, on est arrivé, on a réussi à avoir les clés du hangar Darwin qu'on a du skatepark là-bas. Ok, donc ouais, et on a commencé à défricher là-bas. Ouais. Il y avait des graffeurs, il y avait tout ça, il fallait garder le lien, il ne fallait pas arriver, boum, poussez-vous. Ouais, bien sûr. On a gardé un super lien avec eux, ils sont devenus amis et partenaires, ils sont toujours là d'ailleurs. Le skatepark s'est monté avec des groupes électrogènes, on n'avait pas d'électricité. Et c'est déjà dans une démarche écologique ou Ah ouais, complètement. Dès le début. Ah ouais, dès le départ, même 4 ans en amont, Philippe avec des engagements hyper carrés là-dessus. À la base, on vient plutôt du métier de la communication, du print, du web, et on a essayé de prendre une vague de communication responsable et de bosser pour des boîtes un peu plus propres qui allaient dire la vérité. On ne voulait pas vendre des produits, faire de la publicité pour mentir aux clients pour vendre des produits dont on n'avait pas besoin et machin. Donc on a commencé à faire de la communication responsable, à essayer de bosser que pour des gens dans le développement durable, à mutualiser des espaces avec notre imprimeur, avec notre service de compta et mutualiser comme ça un espace. Mais on a quantité de travail de dingue, une quantité de travail de dingue. Ouais. Chaque partie du chantier nourrit notre partie. Par exemple, quand on a refait la toiture bois de ce bâtiment, tout le bois qui était plus bon pour la charpente, ça a été recyclé et la méga rampe dans le skatepark. Donc la rampe de 4 mètres, elle est faite avec les restes de charpente de ce bâtiment. On a fait des premiers événements de skate, après c'est devenu des concerts avec des événements de skate, du coup ça a commencé à faire des événements à 100 personnes, 200 personnes. On arrive sur des heures avec 2000 personnes maintenant. Et c'est ça qui fait le charme du lieu, c'est vraiment encore les graffitis, les bâtiments. Tu laisses tes enfants, et les enfants ils gambadent, il n'y a pas une voiture. Ils circulent entre le skatepark, le roller derby, ils vont faire un peu de basket, ils reviennent, ils courent dans le golf. Et tu laisses tes enfants, toi tu récupères de ta petite fête de la veille, t'es posé sur des canapés au soleil. Le Festival Climax, c'est même plus maintenant une éco-mobilisation, c'est-à-dire qu'on veut montrer par la festivité ce qui se passe dans le monde, nos engagements, et c'est rendre la cause écologique ludique. On peut passer un bon moment pour parler des choses très graves. C'est un peu pour mettre en exergue le travail de toute l'année sur Darwin, ce qu'on fait, nous on est interne dans les bureaux, dans nos événements et tout, c'est le mettre au jour, un peu plus médiatiquement poussé avec des artistes connus et des intervenants connus pour ouvrir un peu tout ce qu'on fait à l'année et le montrer au monde. Cette année, la thématique, c'est l'Amazonie ou le déracinement du monde. Donc, ça fait un an qu'on travaille dessus et là, l'Amazonie qui brûle de plus en plus. Nous, en tant que Français, on consomme énormément de viande. Notre viande, même si elle vient de France, elle est nourrie par du soja qui pousse au Brésil. Du coup, ils rasent les forêts au Brésil pour pouvoir faire pousser du soja OGM pour nourrir notre bétail en France, parce qu'on n'a pas assez de terre pour nourrir le bétail. Et on mange des hamburgers et des machins, et on ne se rend pas compte de l'impact qu'en mangeant un hamburger, on déforeste du coup l'Amazonie. Bon les gars, nous on a encore un petit festival et 2-3 réglages à finir. Du coup, on va aller retourner là-bas. On va vous souhaiter un super bon festival. Merci mon Tristan. Merci les gars. Yes. Et ce soir, on va regoûter la bière. Grave. C'est très plaisant ici. Merci mon gars. Un casque, une route, une moto. Sourire aux autres et échanger. Apprendre, comprendre, transmettre. Apprécier son environnement et le respecter. Ce voyage à Bordeaux nous a marqués, autant par la richesse de ses personnages que par leurs initiatives passionnées.